Bonsoir à toutes et tous. Voilà, ça y est, c'est le moment pour commencer. Je suis Frédérique Penn, directrice de Malraux, scène nationale de Chambéry et de Savoie. Je suis très heureuse de vous accueillir nombreuses et nombreux ce soir et j'espère que vous êtes nombreux et nombreux aussi derrière l'écran pour suivre cette conférence de Cyril Dion sur la bataille des récits. Conférence que nous organisons, comme vous pouvez le voir, avec le Book Club des Nouveaux Récits de Chambéry. Mais il est bon de savoir également que Cyril est là depuis très tôt ce matin et qu'il a été à nos côtés toute la journée pour plusieurs étapes de travail, plusieurs temps de parole et d'échange avec différents publics et notamment beaucoup de jeunes gens, ce qui nous a permis de rencontrer aussi beaucoup de forces vives très investies sur ces questions d'aujourd'hui et ces questions de l'avenir. Donc nous sommes à nouveau très tout oui et très à l'écoute de ce que tu vas pouvoir nous livrer et échanger avec nous ce soir. Je vous passe tout de suite la parole à Shabnam Anvar, qui est la cheville ouvrière de toute cette rencontre. Et merci. Et je vais commencer par remercier Malraux quand je suis venue les voir pour dire il y a un message vraiment très important par beaucoup d'amis à moi qui sont en train de porter, notamment Cyril, sur les nouveaux récits. Je leur ai demandé est-ce que vous voulez bien les accueillir, notamment dans cette salle de ciné, à travers ce qu'on appelle un cycle de films à impact. Et ils ont ouvert grandes les portes pour faire ça. Et il y a un mois, peut-être 5 semaines, Cyril m'a dit j'ai un creux début février, si tu veux que je vienne. Et j'ai dit Malraux, est-ce que vous êtes partant? Et merci d'avoir ouvert grandes les portes et surtout de soutenir en fait ce courant de nouveaux récits. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous comprendrez mieux après avec Cyril aujourd'hui. C'est son travail aujourd'hui. Merci à celui-ci et à Olivier Pastor d'Oxalis d'avoir dit oui de suite parce que tout s'est fait dans un temps très court et j'avais besoin de ces 2 premiers oui pour pouvoir enclencher la machine et oser mobiliser tout le monde. Merci à tous ceux qui ont pris leur place en moins de 48 heures ou presque. Et ça nous a obligés aussi à accueillir des personnes virtuelles. Donc bienvenue en tout cas dans cette salle. Je crois que c'est la première fois que vous le faites à partir du cinéma. Donc c'est une première. J'espère que vous êtes nombreux. En tout cas, vous étiez nombreux à demander à pouvoir suivre la conférence. Merci aux amis du Book Club. Donc Book Club, on est un groupe d'amis qui partageons, qui sommes en train d'explorer qu'est-ce que c'est que les nouveaux récits, en train d'essayer de les découvrir pour les partager. C'est grâce à vous et à l'impulsion et nos échanges qui font que on est là aujourd'hui à accueillir Cyril et il y aura d'autres personnes par la suite. Et voilà, et je crois que c'est d'abord merci Cyril. C'est la 4e intervention que je lui fais faire aujourd'hui. Il est déjà intervenu devant 200 lycéens ce matin de 5 lycées du bassin chambérien pour les inspirer. Il a fait une projection de film avec un débat avec cette salle pleine de collégiens et de lycéens. Il a fait avec 50 jeunes spécifiques autour de la culture et des nouveaux récits tout à l'heure dans la salle Malraux. Merci encore pour l'accueil. Et puis là, il est là en dernière étape du jour. Mais vous allez lui donner l'énergie en l'accueillant ce soir. Et merci de te prêter au jeu. Bonsoir tout le monde et merci Shabnam d'avoir organisé tout ça, d'avoir réuni tous ces gens et d'y mettre toujours une énergie incroyable. Alors, l'idée ce soir, c'est de vous parler de cette question des récits qui, moi, m'occupe, m'obsède presque depuis un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. À force de faire de l'activisme, à force de chercher ce qui pourrait être le moteur de transformation de la société, il m'est apparu qu'il y avait une sorte d'angle mort dans le travail de tous ceux qui se mobilisaient pour construire une société différente. Et qu'on passait un temps considérable à explorer les données du problème, à le circonscrire, voire même à le mettre en scène, à la fois dans des documentaires, et la plupart des documentaires que j'avais pu voir, moi, au début des années 2000, que ce soit celui d'Al Gore, que ce soit, je sais pas, We Feed the World ou Notre pain quotidien, étaient quand même extraordinairement anxiogènes. Donc, pour mettre en scène la catastrophe, la déliquescence du climat ou de la biodiversité, ça, a priori, il y a pléthore de propositions.
Du côté de la fiction aussi, énormément de dystopie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on imagine le futur, on tire les fils du présent, on les aggrave d'une certaine manière, et on n'a pas tort, parce que c'est ce qui est un peu en train de se produire. Et on construit des représentations qui montrent des scènes vraiment d'apocalypse, désertiques. Donc c'est Mad Max, on va se battre pour l'eau, pour l'essence et s'entretuer. Ou alors c'est Blade Runner dans un univers hyper technologique où c'est très très oppressant, très très sale. Ou alors c'est l'intelligence artificielle qui a pris le pas sur l'humanité. Ou alors ce sont des extraterrestres qui sont venus nous envahir pour nous éradiquer. Ou alors il y a des monstres comme des aliens qui nous sortent du ventre ou des gremlins qui veulent nous dévorer. Mais, comme le disait Rob Hopkins dans le film Demain, qu'on a co-réalisé avec Mélanie Laurent, où sont les histoires qui nous racontent comment on pourrait s'en sortir? Où sont les représentations du monde qui nous permettraient de voir à quoi pourrait ressembler le futur si on mettait bout à bout un certain nombre des solutions qu'on connaît déjà? On a très peu de ces histoires-là. Et cette réflexion, donc, qui me faisait dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en scène, m'a amené à m'interroger de façon plus large sur cette question des fictions et des récits. Et donc, je voudrais partager avec vous un certain nombre de ces réflexions ce soir. La première, c'est que, comme le dit la romancière Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Nous passons une grande partie de notre temps à raconter des histoires. Elle dit même, raconter des histoires pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. Ce n'est pas tout à fait nouveau. On peut voir, par exemple, là, sur les murs de la grotte Chauvet, que dès les premiers temps de l'humanité, dès qu'ils ont été capables, soit avec le langage, soit avec, là, en l'occurrence, l'art pictural, de représenter des scènes, ils ont eu le désir ardent de partager ces scènes avec d'autres êtres humains. En l'occurrence, pour un certain nombre de personnes, notamment Nancy Houston, ce désir vient du fait que nous sommes mortels et nous sommes, a priori, à notre connaissance, la seule espèce à le savoir. Donc, à envisager notre existence comme quelque chose qui a un début, un milieu et une fin. Dans un premier temps, cette conscience de notre mortalité qui crée une forme d'angoisse, enfin je ne sais pas vous, mais moi un petit peu quand même, nous oblige à nous interroger sur le sens. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est sur cette planète? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Et donc, notre cerveau devient une sorte de machine à trouver du sens, à créer du sens. Donc il y a un certain nombre d'êtres humains qui pensent qu'il y a un sens prédéfini, c'est-à-dire que la vie a un sens. Donc souvent des personnes qui croient en Dieu ou qui croient en une forme de cosmogonie, que ce soit la nature ou que ce soit une sorte d'entité supérieure qui conférerait un sens et que nous avons besoin d'épouser ce sens. Mais un certain nombre d'autres personnes pensent qu'il n'y a pas de sens prédéfini, mais que nous en créons. Et c'est vrai que nous, les humains, qui observons la réalité depuis notre petite fenêtre de façon parcellaire, c'est-à-dire qu'on est témoin de fractions du réel, on va assembler ces fractions du réel, en général en leur conférant un point de vue, une lumière. C'est comme si on était un metteur en scène et qu'on agençait ces différents éléments avec un point de vue et en essayant de lui donner du sens. Un arc narratif avec un début, un milieu et une fin. Et ça, c'est le propre d'une histoire. Et donc, il semblerait que pour nous, les êtres humains, raconter des histoires soit le meilleur moyen que nous avons trouvé pour partager notre subjectivité avec les autres, partager notre vision du monde. Au fur et à mesure de l'histoire humaine et du développement de nos outils, nous avons eu la possibilité de partager ces histoires à un nombre de plus en plus important d'êtres humains. Puisqu'au début, on le faisait, donc, comme vous l'avez vu, avec des peintures rupestres, ou alors on se racontait des histoires. Hein, c'est la tradition notamment des griots, par exemple. Et puis est arrivée l'imprimerie, et donc la possibilité d'écrire des livres et de les diffuser. Au début un petit peu, et puis de façon de plus en plus large. Et avec l'apparition du livre est arrivée l'apparition des romanciers et des romancières. Donc des gens qui élaboraient des fictions délibérément pour les partager aux autres.
cette activité qui semble peut-être un peu curieuse au départ, était justement et est toujours un moyen pour nous d'épouser d'autres points de vue de la réalité. La raison pour laquelle on lit des romans, c'est qu'on peut se mettre dans la peau d'autres personnes qu'on rencontrera peut-être jamais, qui ont un point de vue sur le monde que nous ne pourrions jamais embrasser si nous ne pouvions pas nous identifier à eux le temps d'un roman. Donc ça permet d'élargir notre compréhension, notre spectre du monde et notre sensibilité. Puis on a été capable de faire des films, donc ce qui a permis de toucher encore plus de gens, la télévision, la publicité, et puis Internet, et aujourd'hui, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, ou sur Snapchat, ou sur Facebook d'ailleurs, on fait des stories, qui sont vraiment le dernier avatar de cette tentative que les êtres humains ont de partager une forme de subjectivité avec d'autres êtres humains. Et là, on parle vraiment de subjectivité et on parle vraiment de fragments du réel, parce qu'en général, ce que vous mettez dans votre story, bon, ça peut être des informations X ou Y, mais c'est quand même relativement mis en scène et votre vie est quand même beaucoup moins glamour que ce que vous montrez sur Instagram. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Ces fictions, ce qui est passionnant, c'est de voir que plus elles sont largement partagées, et plus elles inspirent des comportements collectifs. Comme vous le verrez tout à l'heure, Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, dit « Plus nous sommes nombreux à adhérer à la même histoire, et plus nous sommes nombreux ensuite à adhérer aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. » Et ces fictions se répandant, et ayant trouvé le support de romans, de films, ont développé dans notre imaginaire un certain nombre d'éléments qui ensuite se sont traduits dans la réalité. Par exemple, Jules Verne, quand il écrit De la Terre à la Lune, va inspirer tout un réseau de cinéastes, donc d'abord les frères Lumière qui ont fait un premier film au début du XXe siècle, puis Méliès, puis Fritz Lang, Hergé dans les BD. Et cet imaginaire, le fait que des êtres humains se soient projetés en se disant « mais oui, c'est vrai, on pourrait aller sur la Lune » parce que c'est sorti du cerveau d'un romancier, un jour, cette vision va devenir réalité et des êtres humains vont réellement se donner la possibilité d'aller sur la Lune. Ce phénomène s'est reproduit un nombre très important de fois, au point qu'une grande partie des innovations technologiques que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou tout simplement des lunettes augmentées, là vous avez vu le casque Apple Pro Visio, je ne sais quoi, ou le smartphone, hein, tout simplement, ou Internet, ont été très souvent imaginés par des auteurs de science-fiction, particulièrement dans les années 60 et 70, avant d'exister, et ont très souvent inspiré des innovateurs du type voilà, Elon Musk, Jeff Bezos ou Steve Jobs. Lorsque ces récits deviennent plus vastes et plus collectifs, ils se mettent à organiser nos vies, comme je vous le disais avec la phrase d'Harari. Je vous ai mis quelques exemples là, mais un exemple assez répandu de fiction a été la monarchie. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il est supposé être roi parce que Dieu lui en a conféré l'autorité, et qui ensuite va transmettre ce droit de façon héréditaire. C'est une fiction. Je veux dire, ça n'existe pas. Personne n'a décidé de ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la photosynthèse. C'est vraiment une création humaine qui a été imposée la plupart du temps par les armes et par la force. Mais c'est une fiction auquel un certain nombre d'êtres humains ont adhéré au point d'être incroyablement bouleversés quand ils voyaient le roi, parce qu'il y avait une sorte d'autorité presque divine qui se manifestait. Les religions, quel que soit le sentiment de transcendance qui peut nous traverser, ce sont des histoires. Et des histoires qui ont extraordinairement bien marché, qui se sont répandues dans le monde entier et qui ont codifié un certain nombre de comportements des humains. Et qui continuent à le faire dans tout un tas de parties du monde. Que ce soit, donc là c'est plutôt les religions monothéistes, hein, l'islam, le judaïsme ou le christianisme, vont déterminer si vous avez le droit de manger du porc ou non, si vous avez le droit de coucher ou pas avec la personne avec qui vous vous mariez avant ou après le mariage, s'il existe une vie après la mort.
Et cet ensemble de règles, finalement, de fiction, vont créer des cultures, des coutumes, qui vont orienter le comportement de millions, voire de centaines de millions, voire de milliards de personnes sur cette planète. Dernier exemple en date, dont on va parler bien plus longuement, cette nouvelle avatar de cette nouvelle fiction qui est le capitalisme, et à l'intérieur du capitalisme, l'argent, qui est sans doute, c'est ce que dit Harari, la fiction qui a le mieux fonctionné dans l'histoire. En fait, vous ne pouvez, nous ne pouvons utiliser de l'argent que parce que communément, nous avons accepté le fait qu'un bout de papier, par exemple, où il y a un 20 dessus, va valoir 20 € et que nous pouvons l'échanger contre quelque chose, parce qu'il existe un tiers de confiance qui, en gros, est le garant des règles du jeu. C'est un peu comme un arbitre au foot, c'est-à-dire que si vous voulez jouer au foot, mais que vous n'adhérez pas à la fiction qui sont les règles du foot, vous ne pouvez pas jouer au foot. Ça ne peut pas marcher. Et si vous décidez de jouer au foot, il va vous falloir un tiers de confiance qui va s'assurer que les règles de cette fiction vont être respectées. Pour l'argent, c'est la même chose. Il y a un tiers de confiance qui est la banque centrale, donc il peut être la banque centrale européenne ou américaine, et puis un certain nombre de banques privées, et puis l'État en dernier recours. Mais c'est une fiction, c'est une entente, c'est quelque chose que les humains ont élaboré pour pouvoir échanger entre eux. Ça n'a pas d'existence biophysique, comme on en parlait tout à l'heure pour la photosynthèse. Durant le XXe siècle, on peut dire qu'au moins 3 grands récits se sont affrontés, à la fois sur le plan militaire, à la fois sur le plan idéologique. Donc le communisme, socialisme, communisme, on va dire même le communisme, le fascisme et le capitalisme. Sachant que le socialisme a voyagé entre le national-socialisme et le fascisme. Ces trois grandes fictions, ces 3 grandes interprétations du monde très différentes, ont d'une certaine manière été, à plusieurs moments du siècle, du XXe siècle, en mesure de remporter le morceau et donc d'organiser la vie, encore une fois, de centaines de millions de personnes. Il se trouve que c'est le capitalisme qui a fini par triompher et qui, particulièrement après l'effondrement du mur de Berlin, s'est imposé de façon presque sans partage sur la planète, à tel point qu'un certain nombre de penseurs ou d'économistes ou de chefs d'État ont dit que le capitalisme était la fin de l'histoire et qu'il n'y avait pas d'alternative, comme Margaret Thatcher l'a souvent répété. Pour promouvoir cette fiction du capitalisme, le cinéma n'a pas été en reste, comme il n'avait pas été en reste pour promouvoir les autres fictions du XXe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là, mais les Allemands ont produit un nombre incalculable de films pendant la Deuxième Guerre mondiale. Goebbels était ministre de la propagande, mais c'était aussi un passionné de cinéma. Et il avait vraiment compris que le cinéma était un des outils de propagande et de manipulation des esprits vraiment les plus efficaces qui soient. À tel point qu'en 1943, plus d'1 milliard de places de cinéma ont été vendues en Allemagne. Pour vous donner une petite idée, en 2023, en France, on a vendu 180 millions de tickets. Donc les Allemands allaient énormément au cinéma. Staline aussi avait décrété que le cinéma était un outil de manipulation de masse très, très, très efficace. Et donc, en toute logique, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, les Américains se sont servis du cinéma, notamment en négociant les termes du plan Marshall, donc ce grand plan qui a servi à financer la reconstruction de l'Europe. Et donc un garçon qui s'appelle Eric Johnson, qui était à la fois responsable de la Chambre du commerce et de l'industrie cinématographique aux États-Unis, est venu passer un accord qui stipulait qu'en échange des milliards qui étaient investis par les États-Unis, il disposerait de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Et quand il a justifié cet investissement, cette négociation au Congrès américain, il a dit « le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et effectivement, ça a très bien marché. Non seulement il
les communistes ont été dépeints dans tout un tas de fictions comme de dangereux criminels. On a mis en scène le macartisme, donc la chasse aux communistes. Et on a fait une promotion de l'American Way of Life qui a ensorcelé, on pourrait dire, une immense partie de la planète qui s'est mise à vouloir avoir une grosse voiture, avoir un pavillon, avoir de l'électroménager, avoir des jeans Levi's et boire du coca. Et ça continue. On pourrait se dire que l'enjeu aujourd'hui, il est justement de faire sauter ce verrou qui nous a fait nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qui a imposé ce récit de façon omniprésente pour réouvrir des possibles. Et se dire, OK, si après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont répandu l'American Way of Life, qu'est-ce qui pourrait être une forme d'ecological way of life? Pour alimenter la réflexion, je vous propose de regarder un extrait donc, d'Après-demain, qui est un film qu'on a fait après-demain, comme son nom l'indique, qui commence par cet extrait d'Harari, qui est en anglais, et donc je vais vous faire une petite traduction simultanée. Qui est-ce qui ne parle pas du tout anglais dans la salle? Vous parlez tous anglais? Bon, il ne faudra pas vous plaindre après si vous ne comprenez pas. Ok. Donc je ne traduis pas. Vous allez comprendre. Non, lui, il est hyper facile à comprendre. Après, il y a Martin Luther King, un peu moins facile à comprendre. On essaie quand même? Bon, on essaie quand même. Martin Luther King, je vous ferai peut-être la traduction. All the huge achievements of humankind throughout history, whether it's building the pyramids or flying to the moon, have been based not on individual abilities, but on this ability to cooperate flexibly in large numbers. L'intérêt, en fait, de ce... Je vais faire des cascades là. L'intérêt de se poser cette question des histoires, c'est que on ouvre un espace dans lequel on peut reprendre du pouvoir. À partir du moment où on comprend que ce qui a été organisé sur la planète, qu'il s'agisse du capitalisme, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse des religions, qu'il s'agisse de tout ce que vous voudrez, a été élaboré par des humains, ça veut dire que des humains peuvent le défaire et peuvent élaborer autre chose. C'est justement l'inverse de ce que Margaret Thatcher voulait asséner, c'est-à-dire c'est la fin de l'histoire, il n'y a pas d'alternative. Il y a une multitude d'alternatives, si tant est que nous libérions notre capacité de les imaginer et que nous nous donnions ensuite la capacité de les mettre en œuvre. Pour aller très vite sur la question, puisque c'est des choses que vous savez par cœur, ce qui est en train de se produire avec le climat aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que le climat se réchauffe au point que cette planète pourrait devenir inhabitable et qu'on suive des trajectoires qui sont plus proches aujourd'hui de la courbe orange ou bleu clair, c'est-à-dire en gros autour de plus 3 degrés. Le fait que les espèces disparaissent à une vitesse incommensurable, c'est-à-dire qu'elles disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale, et qu'1 million d'espèces soient menacées, c'est le signe que nous sommes au bout d'un modèle et que nous ayons dépassé 6 des 9 limites planétaires. Donc ça aussi, vous êtes au courant, je pense. C'est le signe que nous sommes au bout d'un modèle, que nous sommes au bout d'un récit. Le récit dont on parlait, le capitalisme, et le consumérisme, cette espèce de religion de la croissance, nous a laissé entendre que, d'une certaine manière, le monde vivant est un champ de ressources que nous pouvons exploiter autant que nous voulons pour créer de la richesse. Et ensuite partager cette richesse. C'est ça la promesse de ce modèle. Avec une finalité qui est que plus nous allons avoir de richesse matérielle, plus nous allons avoir de confort, plus nous allons raffiner d'une certaine manière notre technologie, plus nous allons allonger notre vie et plus nous serons heureux et plus nous allons parvenir à une sorte de raffinement et d'aboutissement de la civilisation. Or, ce que les limites physiques que vous avez vues précédemment nous montrent, c'est qu'il y a une couille dans le potage, quoi. Dans cette histoire, il y a un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que continuer à exploiter le monde vivant de façon infinie, c'est le principe de la croissance infinie, ça se heurte à la disponibilité des ressources, ça se heurte à l'équilibre du climat, etc. Donc, on a besoin d'un nouveau logiciel, on a besoin d'un nouveau récit, on a besoin d'envisager les choses différemment. Or, pour le moment,
ce récit tarde à émerger. Une des choses les plus élaborées qu'on ait vues ces 15 dernières années pour faire face à la crise écologique, c'est ça. Ouais, ça c'est un récit assez sublime qui fait très envie. Ça s'appelle le développement durable. C'est-à-dire, ah oui, oui, bien sûr, évidemment, il y avait aussi cette question de l'environnement. Et donc, il faut trouver le moyen pour que le social, l'économie et l'environnement marchent ensemble. Donc, on interpénètre ces cercles et à la jonction des trois, il y aurait une forme de durabilité qui pourrait aller de pair avec un modèle de développement tel qu'on l'a conçu jusqu'à maintenant. Sauf que cette représentation, c'est-à-dire que cette fiction-là, là encore, elle pose problème parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est physiquement la réalité du monde. Si on devait la représenter autrement, on la représenterait plutôt de cette façon, c'est-à-dire il y a la biosphère, c'est parce que la biosphère existe que l'humanité peut exister, avec tout un tas d'autres espèces, et c'est parce que l'humanité existe qu'il peut y avoir une économie. Donc on peut organiser des échanges entre les êtres humains. Pour le moment, dans la fiction actuelle, nous prenons nos décisions à partir de l'économie, ce qui, vous le voyez, quand on a une représentation comme celle-ci, paraît tout à fait absurde, puisqu'à partir du moment où la biosphère est complètement dégradée, il n'y a plus d'économie possible. Ça paraît tout bête comme ça, mais en réalité, cette simple transformation de la représentation de ces trois cercles nous propose une autre fiction, où c'est la biosphère qui doit être finalement l'élément décisif de nos décisions. Décisif de nos décisions, c'est pas génial, mais bon, sur le coup, c'est venu comme ça. Ce qui nous amène à cette question brûlante, qui est, que je vous posais au tout départ, comment construire une autre société si on ne peut même pas l'imaginer? Si on n'est capable que d'imaginer ce que vous voyez là, qui est une image de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui ressemble étrangement à ce qu'on a pu voir à San Francisco en 2020 et à New York en 2023, qui est un monde irrespirable, où il n'y a plus un seul arbre et où on est dans des voitures volantes, parce que ça, c'est quand même une sorte de constante. Et cette question est fondamentale parce que les représentations que nous allons trouver dans ces fictions ont véritablement de l'impact. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous se souviennent d'une série qui s'appelait 24 heures chrono en France, ou 24 aux États-Unis, avec l'agent Jack Bauer de la CTU. Dans cette série, qui est une série qui a eu un succès extraordinaire aux États-Unis, qui était regardée par 45 millions de personnes tous les jeudis, le président était noir. Il s'appelait David Palmer. Et ils n'en faisaient pas tout un fromage. C'est simplement que il était noir, c'est tout. Et c'était le président. Et quand Barack Obama a été élu en 2008, l'acteur qui incarnait David Palmer a soutenu avec force que la série avait vraiment ouvert la voie à l'élection de Barack Obama, parce que pendant des semaines et des mois, 45 millions de personnes au moins, qui les regardaient chaque semaine, s'étaient habituées à l'idée que le président pouvait être noir. Et cette représentation s'était imposée à eux. Et quand un candidat noir s'est présenté aux élections, il y avait plein de personnes pour qui ce n'était pas si absurde que ça, puisque quand ils regardaient leur série tous les jeudis, le président était déjà noir. Ce phénomène-là, c'est ce que Alain Damasio, qui cite Yves Citon, appelle une pré-scénarisation des comportements. Il dit en fait la fiction permet de pré-scénariser des comportements. C'est-à-dire que si vous voyez des gens réagir d'une certaine façon dans des fictions plusieurs fois de suite, voire même régulièrement, vous allez avoir tendance, quand vous serez confronté à la même situation qu'eux, à réagir peut-être de la même façon. Le problème, c'est que pour le moment, cette pré-scénarisation des comportements, c'est plutôt pour vous faire acheter des SUV. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous voyez très régulièrement des gens qui ont l'air fous de bonheur en conduisant leur gros SUV sur des routes qui serpentent dans des paysages sublimes le long de la mer, avec une très belle femme à leur côté et 2 enfants blonds et totalement silencieux à l'arrière. Ça n'existe pas, vous êtes d'accord? C'est une fiction qui ne font même pas de miettes. Et cette fiction-là, à force d'être répétée,
insidieusement, vous fait vous dire, peut-être qu'en fait, si j'achète cette voiture, je vais avoir un peu tout ça, quoi. Je vais avoir le paysage, la liberté, l'amour, le statut social. Et ça marche. Si des entreprises comme Apple, par exemple, ont refait tourner des scènes du dernier James Bond qui devait sortir au moment du Covid et qui n'a pas pu sortir parce qu'il y avait le Covid. Et quand le Covid s'est arrêté et que le film pouvait enfin sortir, il y avait un problème crucial qui était qu'en fait, il n'avait plus le bon iPhone. Et oui. Eh ben, on n'a quand même pas envie que les gens achètent l'iPhone 14. Ben non, on a envie que les gens achètent l'iPhone 15. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle des retakes. Je vous laisse imaginer ce que ça coûte de faire des retakes de James Bond, de faire revenir Daniel Craig, de faire tout le bordel, tout le décor, etc. S'ils se sont donné autant de peine, c'est qu'a priori, ça marche. C'est qu'il y a des gens qui regardent le film et qui se disent peut-être aller m'acheter un petit iPhone 15. Ou qui ne se le disent même pas, mais qui, dans le fin fond de leur cerveau, ont gardé cette représentation du monde avec tous les codes et toutes les représentations qui vont avec, et ça a fini par faire son office. On connaît bien cette histoire, ça s'est passé dans l'histoire, dans la grande fresque du cinéma, notamment dans les années 60, où les cigarettiers se sont rendus compte que c'était principalement les hommes qui fumaient, et qu'il y avait quand même une vaste clientèle qui n'avait pas été touchée par cette chose formidable qui donne le cancer, et donc qu'il fallait peut-être travailler dessus. Donc ils ont embauché des actrices pour fumer, donc notamment l'histoire la plus connue est celle de Lucky Strike, qui a fait des campagnes montrant des actrices très glamour et que tout le monde admirait, qui fumaient, avec des campagnes qui avaient associé le fait de fumer à l'émancipation et à la liberté. Être une femme qui fume, c'était être une femme libre. C'était une femme qui peut fumer dans la rue, qui s'en fout du qu'en dira-t-on, et qui est là et qui s'impose. Et ça a fonctionné, et ça a fonctionné si bien que les femmes se sont mises à fumer de plus en plus grâce à ces représentations-là. Donc là, vous commencez à voir qu'il y a une forme de responsabilité considérable chez les raconteurs et les raconteuses d'histoire, que ce soit des cinéastes, que ce soit des romanciers ou des romancières, que ce soit des publicitaires, sur la nature des fictions et la nature des récits qu'ils vont proposer. La question qui pourrait se poser à nous aujourd'hui, c'est, bon, admettons que je réalise des films, hypothèse d'école, ou que j'écrive des livres, quel fil faudrait-il tirer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être le ferment d'une autre histoire? Pour y réfléchir, je vous propose de regarder un petit extrait très court d'Animal avec un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot. Wolves, that name. Ça a été admirablement coupé cette vidéo. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est le ferment d'une autre fiction. Vous voyez bien que la fiction dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qu'on pourrait associer à ce mot de Descartes qui disait « l'être humain doit être comme maître et possesseur de la nature », n'a pas grand-chose à voir avec une fiction qui reposerait sur ce que Baptiste Morisot vient de dire, c'est-à-dire « nous sommes des vivants parmi les vivants ». C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui cohabitons avec une multitude d'autres formes de vie. Et ces autres formes de vie ont autant le droit d'habiter cette planète que nous. Ce qui conduit Baptiste Morisot à envisager que nous créions des relations diplomatiques avec les autres espèces. Ce qui, en termes de fiction, est assez puissant. C'est-à-dire de se dire, on va envoyer une mission diplomatique, donc avec je sais pas, des diplomates, donc des ambassadeurs, qui vont aller parler aux loups, pour leur dire, voilà, on songe à s'installer dans cette région. Je sais que vous aussi, vous êtes installés là. Comment est-ce qu'on pourrait dialoguer pour vivre ensemble sur cette parcelle? En disant le loup, près d'une montagne, j'ai bien conscience d'avoir vraiment touché dans le mille un sujet qui n'est pas du tout sensible. Mais on pourrait faire la même chose avec les oiseaux. On pourrait aussi se dire que on pourrait comprendre un certain nombre des langages des oiseaux. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, les pinsons ont des dialectes. C'est-à-dire que les pinsons ont plusieurs langages. Et je ne sais pas si vous le saviez non plus, les oiseaux migrateurs ont aussi un langage qui est une sorte de globish, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent un langage quand ils sont dans leur environnement natif. Et puis quand ils migrent, il faut qu'ils se fassent comprendre des autres oiseaux là où ils vont. Et donc ils parlent une sorte de
voilà, d'anglais un peu globiché, qui est version oiseau. Bon, et ben, peut-être qu'un jour, on pourrait être capable de comprendre ces langages-là, peut-être même grâce à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des gens qui y travaillent très sérieusement et qui envisagent que ce soit possible dans pas si longtemps que ça. Et que cette compréhension nous conduise à un dialogue avec toutes ces espèces et à partager l'espace. Vous voyez ce que cette fiction peut avoir d'angoissante pour les humains. On se dit, comment ça, partager l'espace? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'avait pas dit qu'on faisait comme ça, on avait dit qu'on prenait tout l'espace et que dès qu'ils nous font chier, on les trucide. Fiction radicalement différente. Cohabitent avec cette fiction-là d'autres fictions. Une fiction, par exemple, qui imagine, donc ça c'est beaucoup plus mis en scène dans des séries, que l'intelligence artificielle va se développer au point de prendre une certaine autonomie et peut-être même de remplacer les humains, voire même de les asservir. D'autres fictions imaginent que cette planète pourrait devenir partiellement inhabitable ou totalement inhabitable et que nous soyons obligés de migrer vers d'autres planètes. Il y a eu cette idée absolument brillante d'Elon Musk d'aller faire péter 2 bombes atomiques aux 2 pôles de Mars pour pouvoir recréer de l'atmosphère. Un truc qui avait quand même vraiment des chances de marcher, un peu comme dans Don't Look Up. Mais tout ça, ce sont des fictions qui, d'une certaine manière, qui s'affrontent. Une autre fiction voudrait que nous soyons capables de continuer à vivre exactement comme aujourd'hui, en remplaçant simplement les énergies fossiles par de l'électricité. On va mettre des voitures électriques, on va mettre des pompes à chaleur, on va faire de la croissance verte, et on pourra continuer à vivre comme ça. Et un jour, en plus, on aura une idée, une sorte de révélation technologique, d'innovation, qui nous permettra de résoudre sans doute le problème. Peut-être en faisant de la géo-ingénierie, c'est-à-dire en répandant du soufre dans l'atmosphère pour renvoyer les rayons du soleil. Bon. Vous voyez bien que tout ça, ce sont des fictions. C'est-à-dire que ce sont des interprétations du réel et des extrapolations vers le futur. La question, et c'est pour ça que cette conférence s'appelle la bataille des récits, c'est quelle fiction voulons-nous choisir à partir du moment où nous avons pris conscience que nous vivons dans des fictions et que ces fictions sont des ententes entre nous. On veut se mettre d'accord sur quoi? Et quand on se sera mis d'accord là-dessus, comment est-ce qu'on a envie de le projeter vers l'extérieur? Aujourd'hui, il y a déjà des gens, si on parle de fiction positive, constructive, ou en tout cas de fiction soutenable, qui réfléchissent à ça. Il y a des économistes, par exemple, qui réfléchissent à d'autres modèles économiques, comme la théorie du donut, par exemple, qui est déjà relativement vieille, c'est une quinzaine d'années, qui imagine que notre économie devrait avoir un plafond, qui sont les limites planétaires. Donc toutes nos activités économiques devraient rester dans le cadre des limites planétaires et devraient avoir un plancher qui sont tous les besoins que l'humanité a besoin de... tous les besoins qu'il faut satisfaire chez les humains. Donc ce que vous voyez au centre. Et que notre économie devrait s'inscrire entre les deux. Une autre fiction économique est aujourd'hui celle d'Isabelle Delannoy, c'est l'économie symbiotique, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une symbiose entre l'intelligence humaine, la construction d'outils et ce que les écosystèmes sont capables de faire par eux-mêmes. Une application intéressante de ça étant, par exemple, ce que vous pouvez voir dans la permaculture, ce que vous avez pu voir dans Demain ou dans Animal, c'est-à-dire le fait que des êtres humains soient capables de comprendre comment un sol fonctionne, le fait qu'un sol ne soit jamais à nu, par exemple, qu'il y a une grande diversité dans la nature et qu'il n'y a pas de monoculture, les a conduits, avec des outils qu'ils ont élaborés, à avoir des pratiques qui ne labourent pas le sol, qui lui laissent toujours un couvert, donc avec du paillis, ou alors en densifiant les cultures, et à avoir une certaine productivité qui a enrichi les écosystèmes. Ce qui était passionnant entre Demain et Animal, c'est que dans Demain, on avait montré les pratiques permaculturelles et leur rentabilité. C'est-à-dire qu'on avait montré qu'en densifiant les cultures, en les associant, en mettant des arbres, en créant du design, en enrichissant les sols avec du paillis, de la matière organique, ils avaient réussi, l'espace de 3 ans, pendant que l'INRA faisait une étude, à cultiver autant de légumes sur 1000 m² que d'autres agriculteurs sur 1 hectare, sans pétrole, sans pesticides.
Mais quand on y est retourné quelques années plus tard, on y est allé avec des scientifiques qui ont fait des comptages sur les espèces, qui ont essayé de regarder ce que ça avait eu comme impact sur les vers de terre, sur les pollinisateurs ou sur les oiseaux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plus d'oiseaux, plus de vers de terre et plus de pollinisateurs qu'il n'y en avait avant que la ferme n'existe. Ce qui veut dire qu'en répondant à un besoin humain, qui est de se nourrir, en créant une activité qui est rentable, donc qui permet de survivre, ils ont enrichi un écosystème. Et c'est d'une certaine manière cette fiction, ce récit que nous aurions besoin de tirer pour développer nos activités économiques. Je vais vous montrer un autre exemple de ça, qui concerne plutôt l'industrie automobile, et qui est un extrait d'une série qu'on a fait avec Thierry Robert, qui s'appelle Un monde nouveau, qui est en 3 épisodes, que vous pouvez toujours voir sur Arte. Et c'est un extrait du 3e épisode, qui s'appelle Régénérer. Donc là encore, vous voyez à l'œuvre une fiction très différente de ce que nous vivons actuellement. La possibilité pour des personnes tirées au sort de délibérer et de participer, grâce ensuite à des référendums, à des décisions publiques qui engagent des transformations là, de la Constitution, mais qui auraient pu, dans le cas de l'exemple français, conditionner la politique climatique de tout le pays grâce au travail de personnes tirées au sort qui ensuite auraient été sanctionnées par un référendum à choix multiples. Dans cette espèce d'aller-retour, comme je vous le disais tout à l'heure, entre cinéma et réalité, j'essaye de vous montrer que ce que j'appelle des nouveaux récits, ce ne sont pas uniquement des œuvres fictionnelles au sens où nous l'entendons d'habitude. Ce n'est pas simplement l'œuvre de professionnels, de raconteurs ou de raconteuses d'histoires professionnelles. Ce sont aussi des initiatives qui émergent, qui se proposent de faire advenir le futur dans le présent. D'ajouter ça c'est encore un mot de Damasio pour la littérature, mais d'ajouter du possible au réel. Pour moi, pour qu'une véritable bascule s'engage dans nos sociétés, il faut une combinaison de ces 3 facteurs. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que ces récits nouveaux émergent un peu partout, à la fois sous forme de discours politiques, comme vous l'avez vu avec Martin Luther King, à la fois sous forme d'œuvres fictionnelles, comme vous l'avez vu avec Jules Verne, de films, de séries, mais aussi de toutes ces initiatives qui se proposent de réinventer la démocratie, l'économie, l'agriculture, etc. En gros, pour que ça soit possible, il faut que des personnes soient en mesure d'imaginer le monde autrement que comme il est. Mais à cela s'ajoutent des rapports de force inévitables, parce que, comme vous l'avez entendu avec Hélène Landemort, il y a aujourd'hui des gens qui délibérément ne veulent pas que ça change. Quand on imagine que des grandes entreprises comme Exxon, par exemple, aux États-Unis, ou Total en France, savent depuis 50 ans que le dérèglement climatique existe, savent pertinemment que c'est l'utilisation des énergies fossiles qui est en cause, et qu'ils ont dépensé des milliards de dollars ou d'euros pour produire des études qui sèment le doute sur la réalité du changement climatique ou sur le fait que c'est une réalité anthropique, que c'est la responsabilité des êtres humains qui est en jeu. On voit bien que ces blocages ne sont pas une affaire simplement de savoir ou de conscience. C'est véritablement une volonté de préserver ses intérêts. Et dans tous les grands basculements, que ce soit la fin de la monarchie, que ce soit la fin de la ségrégation, que ce soit la fin de l'esclavage, que ce soit le droit de vote des femmes, ces rapports de force ont eu lieu. Là, je vous ai mis une image des suffragettes, qui n'est pas innocente, puisque dans le cas des suffragettes, on a un bon exemple où les 3 éléments se coalisent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits, ou en tout cas les mêmes droits civiques. Des rapports de force non violents et parfois un peu plus musclés, puisque les suffragettes incendiaient des bureaux de poste, cassaient des vitrines, allaient se battre avec la police, ont même posé une bombe devant chez le Premier ministre qui n'était pas là, elle le savait. Et des circonstances historiques qui vont jouer le rôle de catalyseur pour les 2 premiers éléments. Dans le cas des suffragettes, ces circonstances historiques, c'était la Première Guerre mondiale. Le fait que de nombreux hommes partent au front
pour une bonne partie d'entre eux, ne reviennent pas, donc que ça crée un déséquilibre démographique dans la société, et que les femmes fassent la preuve pendant tout le conflit qu'elles étaient capables de remplacer les hommes dans tout un tas de secteurs de la société. Donc en 1918, il était beaucoup plus compliqué de dire à toutes ces femmes, vous êtes des citoyennes de seconde zone et non, vous n'avez pas le droit de vote. Donc ce catalyseur de circonstances historiques a été très important. On en est à peu près au même point. Des récits nouveaux qui émergent, comme on l'a vu, sous toutes les formes que nous avons évoquées. Des rapports de force s'engagent. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment avec les soulèvements de la Terre, ce qui s'est passé là le week-end dernier, avec des grandes mobilisations entre Toulouse et Castres pour empêcher la construction de la 69, à Bordeaux pour essayer d'empêcher le forage de nouveaux puits de pétrole. Pour l'instant, ils sont encore petits, mais il y a de très fortes chances qu'ils deviennent de plus en plus grands à mesure que cette circonstance historique du changement climatique va devenir de plus en plus présente dans nos vies. Et que les personnes qui en sont les premières victimes, donc notamment les personnes les plus pauvres et les plus fragiles, se rebellent et donc soient amenées, comme on l'a vu pour d'autres raisons, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes, à rentrer en conflit avec les autorités, et que d'autres personnes soient amenées à faire d'une certaine manière de la recherche et développement et à inventer des choses nouvelles parce que leur situation devient de plus en plus périlleuse. Et maintenant, à partir de tout ça, comment chacun d'entre vous va pouvoir participer à la fois à faire émerger ces récits nouveaux dans sa vie personnelle, dans son travail, dans son œuvre, dans ses créations, et participer à ces rapports de force qui vont permettre à ces innovations qui sont pour le moment toutes petites et éparses, éventuellement de se généraliser. On a besoin d'avoir ces deux jambes, parce que si on n'a pas ces deux jambes, si on n'a que du rapport de force, par exemple, c'est le printemps arabe, on chasse des dictateurs, il n'y a pas de proposition derrière, et hop, c'est d'autres dictateurs qui viennent à la place. Si on n'a que des innovations, ben, c'est le mouvement des villes en transition. C'est-à-dire que c'est des gens très sympathiques, qui font souvent la fête, qui boivent des très bonnes bières, qui vivent très simplement, mais qui restent une frange extraordinairement marginale de la société. Pour vous donner un tout petit peu d'élan, et avant qu'on entame une conversation ensemble pendant une vingtaine de minutes sur ce que ça vous a inspiré, je vous propose de regarder un ultime extrait qui est un petit bout de demain, qu'un grand nombre d'entre vous a vu, mais ça fait jamais de mal. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Tout d'abord, on s'excuse auprès de ceux qui nous regardaient en ligne. Apparemment, YouTube fait sauter à chaque fois que tu passais un extrait de tes propres films. Apparemment, on n'avait pas le droit. Donc, ça a été très entrecoupé pour eux. Ah oui, désolé. Oui. Il y a un problème de droit d'auteur. Ouais. J'étais pas d'accord, j'étais d'accord, mais pas d'accord en même temps. Voilà. On va essayer de se contenir à 20 minutes. Est-ce que tu préfères qu'on prenne plusieurs questions en même temps et y répondre? Comment... Comme vous voulez. Non, on peut faire une par une, mais je ferai des réponses courtes autant que possible. Voilà, sauf si vous n'avez pas de questions et que vous voulez aller manger de la raclette avec un petit coup de mondeuse. Merci Cyril. J'ai l'impression que pour faire advenir cette nouvelle société, il y a une question de temps disponible. On est tous pris dans la machine productive et finalement, voilà, il y a cette question de temps. Comment on fait advenir ce temps qui nous permet de nous plonger dans demain, dans le futur, inventer de nouveaux imaginaires, etc. Ça prend du temps. On est tous pris dans ces systèmes-là. Et j'aurais presque envie de dire reclaim your life, quoi. Il y a un nouvel imaginaire à créer. C'est comment on arrive à dégager du temps. Dans les imaginaires qu'il imagine, j'ai dormi 3 heures. Hein. J'ai vraiment des mots. Genre le champion de la répétition du soir, c'est moi. Le revenu de base, le revenu universel, c'est une fiction. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, hein. C'est une fiction qui propose de donner à chaque personne les moyens de sa subsistance en le décorrélant du travail. C'est ce que je disais tout à l'heure
dans l'une des multiples rencontres que j'ai faites aujourd'hui. C'est quand même assez absurde. Imaginez que des extraterrestres arrivent ici, sur cette planète, qu'ils observent un peu la situation, donc ils se rendent compte que, ok, vous êtes en train de rendre cette planète inhabitable, bon, très bien, pourquoi pas. A priori, vous savez pourquoi. Vous savez ce qu'il faudrait faire. Très bien, très bien. Et donc, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Ah, bah parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on aille travailler. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est quoi votre travail? Ah, bah, notre travail, c'est un truc pour gagner de l'argent. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est parce que vous n'avez pas assez d'argent, mais l'argent, c'est une fiction. Oui, mais on n'en a pas assez quand même. Et donc, on doit aller travailler tous les jours, faire des trucs parfois qu'on n'aime pas, parfois qui servent à rien, parfois même qui aggravent le problème. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de le résoudre. Voilà. Pas mal, non? Effectivement, il repartirait en se disant il n'y a pas de forme de vie intelligente sur cette planète. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Donc, c'est là, en fait, où on voit qu'on est prisonnier de ces fictions. Et c'est très facile à dire, de ma part, évidemment, depuis cette petite scène dans l'espace Malraux à Chambéry. Mais dans le fond, il suffirait de renoncer à une partie de ces fictions-là, ce qu'on a fait à des moments, enfin, ce que les États ont fait. Par exemple, pendant le Covid, il y a des milliards d'euros qui ont été créés parce qu'il n'y avait pas le choix. Et là, tout d'un coup, moi, ce que j'avais toujours entendu qui était ah non, on ne peut pas faire ça parce que sinon il va y avoir une inflation de malade mental. Donc là, il y a un peu d'inflation. Hein. Enfin, en comparaison de ce qu'ils ont créé, c'est quand même relativement limité. Cette fiction a été obligée de voler un tout petit peu en éclats. C'est pareil, le fait de se dire on ne peut pas arrêter l'appareil productif, non, sinon on va tous mourir. Non. Ce que disait Shabnam aussi plusieurs fois là, dans les conversations qu'on a eues, qui était la fiction de si on abolit l'esclavage, l'économie va s'effondrer. Elle ne s'est pas effondrée. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment profondément sur cette notion de fiction, parce que, encore une fois, c'est celle qui nous redonne du pouvoir. C'est-à-dire qu'on comprend que là, on est à un endroit où, comme vous le dites, si on reste dans la fiction actuelle, on est coincé. On ne peut pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Donc il faut une autre fiction. Une autre fiction est nécessaire. Par exemple avec un revenu de base, par exemple avec du tirage au sort et d'autres modalités démocratiques, par exemple avec de l'économie symbiotique. Ce ne sont que des exemples, ce n'est pas des vérités. Mais en tout cas, c'est pour libérer l'imaginaire. Bonjour, merci pour rebondir un peu sur cette idée de « on n'a pas le temps ». Vous qui avez eu l'occasion d'échanger avec des décideurs, j'imagine. En tout cas, nous, je travaille dans une association qui travaille avec les élus de montagne, avec les directeurs d'office de tourisme, avec les directeurs de domaines skiables. Et on essaye donc on les accompagne dans leur transition et on essaye de faire changer des gens qui sont enfermés dans ce modèle et qui ne sont pas toujours prêts vraiment à faire ce changement-là. Est-ce que vous avez remarqué des discours, des leviers au cours de vos différentes expériences qui étaient plus efficaces auprès de publics moins prêts à casser ces codes? Y en a qui sont irrécupérables. Je pense par exemple à Emmanuel Macron, que je connais un peu. Donc lui, c'est pas la peine de chercher d'autres stratégies, il n'y en a pas. Ou alors vraiment une sorte de bras de fer et d'épreuve de force. Mais sinon, la plupart du temps, ce qui marche chez les gens, c'est l'exemple, c'est le truc de Gandhi, quoi. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Moi, j'ai vu par exemple au Bec et Loin le président de la Chambre d'agriculture venir regarder avec beaucoup de circonspection les jardins, et puis au bout d'une demi-heure, commencer à poser des questions et dire mais ça vous y prenez comment? Et non mais c'est quand même intéressant, et c'est quoi le chiffre d'affaires, vous m'avez dit? Ah oui, d'accord, bon. Et là, ça infuse parce que c'est réel, hein, y a des gens qui le font. Tant que c'est théorique, tant que vous venez à voir quelqu'un avec des grandes idées ou des principes moraux, là, on voit bien qu'il y a de très fortes chances que ça ne fonctionne pas, surtout si vous allez voir quelqu'un qui est un peu coincé. C'est-à-dire qui soit est coincé économiquement, c'était le cas par exemple de Bella et Vipoulane quand ils sont allés voir l'éleveur de lapins dans Animal, type pieds et poings liés, endetté comme je sais pas quoi, gagne 350 € par mois. Ou alors des personnes qui ont des intérêts très forts. C'est-à-dire leurs intérêts dépendent, je pense par exemple à Patrick Pouyanné,
bah, si on arrête d'utiliser des énergies fossiles aujourd'hui, c'est un problème quand même pour son entreprise. Même s'il dit qu'il va faire plein de renouvelables, en fait, il investit toujours à 70% dans les fossiles, donc ça pose un problème. Donc, il faudrait vraiment lui proposer une solution clé en main qui soit vraiment super. J'en profite juste, petite anecdote sur Patrick Pouyanné, parce qu'elle m'a fait vraiment énormément rire. Je discute avec une amie diplomate bon, qui a des fonctions dans le monde du climat, et qui me dit qu'elle rencontre Patrick Pouyanné il n'y a pas longtemps, là, et qui lui dit « Non mais tu sais, moi le changement climatique, ça m'empêche de dormir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Tant qu'il y a de la demande, je peux rien faire. » Mais vous voyez un peu le genre de fiction, c'est-à-dire que c'était la conversation de Jean Jouzel, donc, qui est climatologue, qui était l'ancien vice-président du GIEC, avec le même Patrick Pouyanné, où il dit « Je comprends Jean, je comprends ce qu'il dit, je respecte les scientifiques, mais bon, il y a la vie réelle. » Et donc ça, c'est une fiction, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de monde qui existe en dehors de mettre de l'essence dans sa voiture. Et tant qu'on adhère à cette fiction et qu'on se dit, et les mots ont leur importance, c'est la vie réelle, c'est le réel. Et que ce réel, il est incompressible, incontournable. C'est comme si c'était la photosynthèse, qu'on ne peut pas faire autrement. Bah, à ce moment-là, on est coincé. À partir du moment où on se dit, mais ce réel-là, on peut jouer dessus. On peut trouver d'autres façons de se déplacer que des voitures. On peut trouver d'autres façons de faire avancer ces voitures. On peut trouver aussi d'autres moyens de rémunérer les gens que d'aller les faire bosser dans un entrepôt Amazon, par exemple. Je sais pas, possible. Ben là, tout d'un coup, on réouvre. C'est comme si on avait réouvert les portes et les fenêtres, quoi. Oui, merci beaucoup Cyril. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une petite fiction locale qui s'appelle le mouvement citoyen ? Dans 3 ans, il y a des élections. Et si on reprenait le pouvoir en tant que citoyen pour proposer, nous, localement, des solutions ? Il y a eu une tentative et une très belle pédagogie qui a été faite il y a un certain temps. Ça a failli marcher. On se dit, pourquoi pas ? On a juste 2 ans et demi pour la préparer. Voilà. Ben, faites-vous plaisir. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que élaborer une fiction, élaborer une vision du futur et faire en sorte que des personnes y adhèrent, c'est un métier. Ça s'appelle faire de la politique. Et ça fait beaucoup appel à la fiction, au récit, à une vision du futur. Bonjour Cyril et merci. Pour les nouveaux récits, le meilleur canal, enfin le gros problème, c'est le canal de communication. Et le meilleur canal, c'est le politique. Et pourquoi, selon vous, en France, les nouveaux récits ou les récits des écologistes soit ne sont pas bons, soit ne sont pas entendus et compris? Et pourquoi vous n'avez pas encore été recruté par Europe Écologie pour écrire leur programme, puisque visiblement, ce qui leur manque, ce n'est pas des mesures, c'est plus la manière de le raconter. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? J'ai peut-être dit non. Le meilleur canal, c'est pas forcément la politique pour proposer des récits différents. Enfin, si vous pensez aux récits qui ont le plus bouleversé l'humanité depuis 25 ans, je pense que c'est l'invention du smartphone. Je pense que c'est l'émergence d'Internet. Je pense que c'est les réseaux sociaux. Dans le petit manuel de résistance contemporaine, j'ai tout un chapitre où je regarde, enfin où je me suis appuyé sur une étude qui a été faite par une sociologue anglaise sur l'impact des smartphones sur la vie des adolescents. Et elle dit que les smartphones ont plus changé la vie des adolescents que toutes les guerres mondiales. Donc c'est des récits très très puissants qui nous laissent supposer qu'on va pouvoir tout résoudre avec une application ou qui crée une intermédiation en permanence entre nous et le monde qui est sur un écran. Sur la question de la politique, je pense que pendant longtemps, les Verts, les écologistes et tout ça, et c'est toujours un peu le cas, sont en étant assez sages, on va dire, sont restés dans une forme de... Ils continuent à jouer au même jeu, plus ou moins. C'est un peu comme la RSE, si vous voulez, dans une entreprise. C'est-à-dire, on continue à faire à peu près la même chose, mais on améliore un petit peu aux entournures. On consomme un peu moins d'énergie, on prend du papier recyclé, tout ça, on fait de l'autopartage. Mais on ne change pas le fond du problème. Et c'est ça la question aujourd'hui de ces nouvelles fictions. C'est
je ne sais plus qui a dit un jour, si vous faites jouer Gandhi, Martin Luther King et Mère Teresa au Monopoly, à la fin, il se passera exactement la même chose. Parce que le problème, en fait, c'est pas les personnes, c'est le jeu. Et donc aujourd'hui, on a besoin de changer de jeu. Et si vous proposez quelque chose dans le cadre de ce jeu-là, c'est-à-dire que si les écologistes disent « Alors, on va rester dans un système de croissance où vous continuez à travailler et à faire des métiers que vous n'aimez pas trop. Mais on va vous enlever les quelques éléments qui faisaient que c'était supportable. » C'est-à-dire qu'on vous a promis que, bon, ok, tu vas bosser jusqu'à 63 ans ou 64 ans, ok, tu vas pas gagner énormément d'argent, ok, ton travail va un peu te faire chier, ok, tu vas prendre le métro ou être dans les emboutes, mais le week-end, tu vas pouvoir consommer, tu vas pouvoir t'acheter des trucs, tu vas pouvoir regarder des séries, tu vas pouvoir partir à l'autre bout du monde en vacances parce qu'il y aura une super promo et tu iras sur une île pour 200 €. Et puis, tu pourras manger ce que tu veux quand tu veux. Tu pourras faire un peu ce que tu veux quand tu veux dans les petits moments qu'on t'accordera pendant les vacances ou pendant les week-ends. Bah, là, pour l'instant, l'écologie, c'était un peu... On continue tout comme avant, mais tous les trucs qui faisaient qu'on tenait et qu'on supportait ce modèle de merde, on te les enlève. C'est-à-dire, tu continues comme avant, mais tu peux plus manger de viande, tu peux plus prendre l'avion, tu peux plus acheter des trucs tout le temps parce que c'est mauvais pour la planète. Bah, les gens, ils disent vas-y, moi, j'ai pas envie de ton truc là, ça a l'air nul. Tu vois ? Ce dont on a besoin, c'est de construire une autre trajectoire de sens. C'est de dire, bah ouais, dans ce monde-là, tu auras un métier qui te plaît, auquel tu trouveras du sens, qui sera utile au monde, qui te donnera envie de te lever chaque matin. Tu vivras dans un environnement où tu respireras un air plus pur, où tu mangeras une nourriture meilleure, où tu auras des relations beaucoup plus chouettes avec les gens, où tu participeras aux décisions politiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des gens qui se présenteront à des élections en te mentant et qui ensuite feront absolument l'inverse de ce qu'ils ont promis pendant 5 ans. Tu ne seras plus exploité par des gens qui te mettront un pistolet sur la tempe parce qu'il faut que tu aies un salaire à la fin du mois. Tu seras libre, et tu seras autonome. Bah là, tout d'un coup, tu te dis, ouais, son truc, ça a l'air cool quand même. Là. Peut-être que j'ai envie de le faire, ça. Mais personne n'a osé aller jusque-là. Parce qu'évidemment, c'est compliqué aussi hein, de se retrouver avec un programme comme ça sur TF1 avec Gilles Boulot. Bon courage, quoi. Le mec, il dit, ouais, enfin, vous êtes très gentil, mais enfin, bon, ça a l'air quand même un petit peu farfelu, tout ça. Et, hein, c'est ça qui se produirait. Bonsoir. Alors, c'est assez savoureux ce que je viens d'entendre. Moi, je vais vous raconter une autre fiction. C'est une fiction qui a commencé au sommet de la Terre de Rio. Il y a eu une déclaration qui s'appelle la déclaration d'Heidelberg. C'est un texte qui est très joli et qui met en fait tous les mots qui ont permis d'attaquer l'écologie politique. Et pour dire que l'écologie politique, c'est anti-progrès, c'est pas bien, c'est vraiment punitif, ça va nous faire beaucoup de mal. Et alors, moi, il se trouve que je suis engagée, hein, je pense que ça s'entend, mais ce qui est savoureux, c'est que ça fait des années qu'on nous raconte que l'écologie politique, en fait, c'est pas bien. Mais ce que tu viens de dire, ce programme, le revenu de base, ça fait partie des programmes de l'écologie politique, tout ça, ça y est, oui, aller vers un monde désirable. Oui, tout ça, cela en fait partie. Mais il y a effectivement plein de forces d'inertie en politique qui veulent dire, eh ben, nous aussi, on va faire de l'écologie. Et là, effectivement, c'est juste des petites mesurettes. Du coup, ma question à moi, c'est qu'entre écologistes, on n'est jamais assez bien les uns pour les autres. Mais tu l'as dit, il y a les récits, il y a les rapports de force. Et du coup, à un moment, comment on trouve des alliances entre toutes ces formes d'écologie pour vraiment réussir à prendre le pouvoir? Parce que moi, je suis dans l'écologie politique. Et si on se coltine la Ve République, c'est pas par plaisir, elle est contraire à tous nos principes, et elle nous fait violence. Mais c'est qu'il y a un moment, si on veut avoir une autre République, il va falloir aussi, à cet endroit-là, changer des choses. Du coup, comment on fait alliance? J'en sais rien. Si je le savais, je pense que je l'aurais déjà dit. Non, mais c'est vrai. Si on réfléchit de façon théorique, si on écoute ce que disait Harari tout à l'heure,
le meilleur moyen d'engager la coopération entre des gens, c'est d'adhérer à la même fiction. Donc, peut-être que c'est en construisant un récit commun qui soit suffisamment puissant et suffisamment fédérateur pour qu'on soit d'accord pour mettre de côté les quelques petites peccadilles qui nous séparent, souvent. Et puis renoncer peut-être à une partie du récit des militants alternatifs qui est qu'il faut se satisfaire d'avoir raison plutôt que de réussir et de prendre le pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup ça quand même, parfois. C'est-à-dire que c'est comme si on en avait peur un peu. C'est-à-dire qu'on préfère être dans notre coin et avoir des super discours comme je suis en train de faire ce soir et se dire faudrait faire ci, faudrait faire ça, gna, 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 plutôt que de le faire pour de vrai. Et de se mouiller et puis d'y aller ensemble. Comme si on n'y croyait pas, quoi. Peut-être qu'il faut qu'on y croie. Sur ce mot, on va terminer cette première partie de la soirée. Merci à tous ceux qui étaient en ligne avec nous.